Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que nous avons créé en 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous et d'éviter de perdre du temps. De manière plus personnelle, nous avons chacun nos propres sites. Pour Fabrice, c'est musculation-alter.fr sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, de véritables suivis, mais également des formations en fonction de votre morpho-anatomie, des livres comme le guide de la prise de masse au naturel et le guide de la sèche au naturel que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation superphysique sur méthodesp.rudicoya.com pour les plus passionnés d'entre vous. Enfin, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer votre santé et dont une bonne partie est bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance. Enfin, vous êtes les bienvenus au Superphysique Gym et à la Villa Superphysique à proximité d'Annecy, mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Allez, c'est parti. Salut Fabrice, c'est la forme ou quoi? Salut Rudy, ouais ça va. Ouais, c'est bientôt ton... Attends, c'est bientôt ton anniversaire quand même. Attends, tu vas avoir quel âge? Je vais avoir 44 ans. Eh ouais, C'est tout? mon anniversaire. Oh bah tu parais beaucoup plus, hein. Moi je te donne au moins 54. T'es sûr que tu t'es pas trouvé une dizaine? Donc oui, j'ai 44 ans, mais justement d'ailleurs, Rudy, je suis en pleine recherche de mon cadeau d'anniversaire et ça a toujours été un problème pour moi en tant que minimaliste et adepte de la simplicité volontaire. Avant même que les termes apparaissent, j'étais déjà comme ça et déjà quand j'étais adolescent, je savais jamais quoi demander pour Noël à mes parents parce que je savais jamais quoi acheter. Et ben là, j'ai à nouveau la problématique. Qu'est-ce que je m'achète pour mon cadeau d'anniversaire? Alors, c'est pas ta femme qui t'achète un cadeau? Ouais, mais c'est pareil, il faut que je lui dise. Alors bon, que je lui dise. Putain, c'est même pas une surprise. C'est pareil. Mais elle sait pas quoi me faire comme surprise. Ah bah super. Ouais. Alors, j'ai pensé à trois choses, les amis. Donc, j'ai pensé à une battle rope, une corde ondulatoire. Non, c'est de la daube. Ah ouais. J'ai vu ton message sur le forum pour prendre des biceps avec. Laisse tomber. Tu vas faire le con avec. Ça sert. Ouais, alors. En plus, j'en ai une. Je t'en donne une si tu veux. Oui, alors j'explique quand même l'idée. C'est que donc là, en ce moment, donc je fais un jour où je fais, on va dire, du rameur et puis un peu de renfort musculaire, et j'ai un autre jour où en gros je fais du vélo, puis voilà, puis j'alterne comme ça. Et finalement, vélo d'appartement plus rameur, j'ai repris des cuisses. Alors pas évidemment pas autant que quand je faisais de la muscu, mais j'en ai repris en fait. Ça se voit pas mal. J'ai repris un peu du haut du dos grâce au rameur. Et puis, en faisant un petit peu de renfort musculaire, type des pompes et conneries comme ça, j'ai repris un petit peu de poitrine. Et donc, mon poids est remonté à 75 kilos pour 1m80 sans rien chercher à faire de particulier. Alors que chez toi, j'étais descendu à 72 kilos. Ah, mais tu faisais rien. Donc, tu faisais rien. Tu marchais dans l'eau. Arrête. Bah ouais, parce qu'à un moment donné, je pouvais même plus marcher, j'étais obligé de marcher dans l'eau. Mais bref. Et puis, d'ailleurs, même ce que je mange a beaucoup changé, parce que quand j'étais chez toi, j'arrêtais pas de manger des légumes et un peu de légumineuses. Et là, maintenant, c'est beaucoup de légumineuses et un peu de légumes. Donc, tu vois, naturellement, tout s'est réadapté. Mais il y a un truc les bras, en fait, ils restent tout fins. Les biceps, un tout petit peu, il gonfle avec le rameur, mais c'est pas assez, tu vois. Et donc, je me disais, bah tiens, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme activité qui soit un mix cardio et puis qui travaille un petit peu plus le haut du corps. On en avait déjà parlé une fois, puis je me dis, bah peut-être le battle rope. Voilà, peut-être une idée de cadeau d'anniversaire, le battle rope. Sauf qu'après, ça va me pourrir mon jardin. Donc, c'est l'idée numéro 1. Bah attends, franchement, Fabrice, attends, si tu veux des biceps, je vais t'expliquer ce qu'on propose aux gens en général 6 à 8 séries par semaine d'exercices de biceps, donc de curl en 2 à 3 exercices sur des exercices qui te correspondent d'un point de vue morpho-anatomique, donc longueur osseuse, variation articulaire et longueur musculaire, en série de 10 à 20 répétitions avec 2 à 3 minutes entre chaque série, et tu vas prendre des biceps, hein, c'est pas compliqué mon vieux. Oui, mais je sais. Et t'as déjà le matos en plus, t'as déjà le matériel, ça te coûte rien. Oui, j'ai le matos. Mais je peux même faire avec l'élastique. Je suis sûr qu'en jouant avec mon petit élastique, je reprends 1 centimètre direct. Bon, bah c'est alors. pas ça. Moi, je cherche un espèce de truc cardio qui, en même temps, complète les activités que je fais déjà. Donc, bref, hypothèse 1, battle rope. Hypothèse 2,
Le fameux casque à résonance osseuse, c'est comme ça qu'on dit? Casque à résonance osseuse. Je crois que c'est induction osseuse, si j'ai pas de conneries, ou résonance. Casque, voilà, induction osseuse. Bon, il y a le mot osseux dedans. Et donc, pour ceux qui connaissent pas ces casques-là, c'est la plupart des casques, donc on met des choses dans les oreilles. Et là, le casque, ben, l'idée, c'est qu'on le met pas dans les oreilles, on le met juste un petit peu avant le lobe de l'oreille. Et on entend, alors j'ai testé ça chez Orange à côté de chez moi. En fait, on entend la musique directement dans sa tête. Et tous les bruits aux alentours, on continue à les entendre. Ben, je l'avais pas fait tester chez moi avec mon casque. Non. Mais du coup, c'est assez sympa. Le truc, c'est que c'est cher pour un casque. Ah, Fabrice, c'est le Black Friday. Pour moins de 100 balles, t'en as un. Attends, alors ça, je vais t'en parler du Black Friday parce que ça aussi, ça me vénère. Les casques là, donc c'est la marque Scholz, je crois. Donc ils ont 3 modèles. Hein. Il y a Open Move, Open Run et Open Pro. Bah, Pro, ça fait des lustres. Ça fait des lustres que j'hésite à en acheter un et mais je trouve ça trop cher pour ce que c'est. Alors c'est pas le fait de dépenser l'argent, hein. Je l'ai l'argent sur mon compte, mais j'aime pas payer les choses trop chères. Je me dis t'aimes pas quand payer, même. T'aimes pas payer tout court. Hein. On connaît l'histoire. c'est le côté Giroud, tu sais quand tu dis, tu te souviens de Giroud là, quand il allait ramasser les ballons parce que oui, bah, tu voulais les ballons, ça coûte cher, on va pas les laisser perdre. Bah là c'est un peu pareil. Je me dis bon quand même un casque comme ça c'est cher. Est-ce que vraiment ça vaut la peine par rapport à mon casque filaire et tout le tralala. Ah bref. Et donc ça fait des mois que je regarde les prix pour en acheter un. Et je peux te dire que le Black Friday, c'est une grosse arnaque parce que c'est toujours les mêmes prix qu'avant. Sauf que maintenant, ils mettent Black Friday et ils mettent une promo avec un prix un peu plus haut. Et donc, du coup, le Open Run, il est en promo, il est soi-disant à 130, en promo à 99. Sauf qu'en fait, ça fait des mois et des mois qu'il est à 99. Donc, il n'y a pas de Black Friday, en fait. Ils ont juste mis l'étiquette, mais il y en a pas. Il n'y a pas de promo. Et je pense que c'est vrai, c'est la même chose pour pas mal de produits. Donc, tu vois, ça, je pense que c'est un bon achat. Moi, j'en ai un depuis des mois. Le seul point faible, c'est, je trouve que la batterie tient pas très longtemps. Alors, moi, j'écoute beaucoup de podcasts, je sais pas toi, mais en gros, moi, il faut que je le recharge tous les 2-3 jours, quoi. Voilà, tous les 2-3 jours, faut le recharger. Donc, c'est un peu le point faible, mais sinon, j'en suis vraiment content parce que justement, comme j'écoute beaucoup de choses toute la journée, tout ça, ça préserve un peu le tympan. Alors que j'ai surtout l'impression sinon de devenir sourd, à avoir un casque sur les oreilles sans arrêt, quoi. Donc j'en suis content moi. Personnellement, je trouve que c'est un bon achat. En plus, Superphysique peut te l'offrir pour ton anniversaire, tu récupéreras la TVA. Ouais, mais ça change rien en fait. C'est 20% de moins, Fabrice. Ouais, ça n'a rien à voir. Mais même si ma femme me l'offre, en fait, c'est pas le fait de payer, c'est le fait de se dire quand même, c'est cher pour un casque, tu vois. C'est le petit côté. C'est que dans le temps, moi, j'étais pauvre. Et est-ce que je t'avais déjà expliquer ma théorie sur les pauvres. En fait, il y a des gens. Alors, je te la fais rapidement. En fait, il y a des gens qui étaient pas très riches quand ils étaient jeunes, et après, même quand ils ont un peu plus d'argent, et ben ils continuent à vivre comme quand ils avaient pas d'argent. En fait, tu vois, ils n'arrivent pas à faire des dépenses parce qu'ils se souviennent qu'à un moment donné, ils en avaient pas et ils se disent ouais, mais quand même, c'est cher, etc. Et donc, il y en a qui restent comme ça tout le temps, toute leur vie. Et bon, bah, il y en a d'autres qui après s'adaptent. Et puis, comme ils gagnent plus, bah, ils dépensent plus. Mais il y en a, ils restent comme quand ils étaient pauvres. Et je connais d'autres gens qui sont comme moi. Hein. Et bref. Moi, j'en connais pas. Je vais pas dire les noms. Là, je me dis, ah là, merde, attention, je suis en podcast, je suis pas juste en discussion avec Rudy, donc je vais pas donner des noms. Mais il y en a d'autres qui sont comme moi. Et le troisième truc, c'est une ceinture à fréquence cardiaque, parce qu'à force. Ah, le type me fait trop rire. Il vient pas, putain. Ouais, je sais. Mais à force que tu me parles de tes histoires de zone 1, zone 2, zone 3 et tout ça, je me suis dit, mais merde, quand je marche, au final, je suis en quelle zone? Est-ce que je suis en zone 1? Est-ce que je suis en zone 2? Ouais, et alors? Mais je supposais effectivement que j'étais en zone 1, mais je me suis dit, des fois, je monte des côtes et je vois quand même que c'est plus difficile, tout ça. Enfin bref, et je me demandais, voilà, comme ça se passait. Ou quand je me dépouille sur le vélo Décathlon aussi, il y a un compteur de fréquence cardiaque sur le vélo. Et je sais pas, je trouve que ça monte pas beaucoup en fait. Non, sur le vélo ça monte pas. Sur le vélo ça monte pas. Ça monte pas beaucoup, ouais. En fait, je me dis, mais merde, pour avoir la zone 2 sur le vélo, il faut que je pédale comme un dingue et que je transpire comme un dingue, parce que sinon, ça monte pas, en fait. Oui, et alors, je me dis, est-ce que je suis un super athlète avec le cœur qui monte pas, ou est-ce qu'au contraire, je m'essouffle trop vite en essayant d'atteindre la zone? Et donc, pour en avoir le cœur net, je me suis dit, bah, si j'achète une ceinture à fréquence cardiaque, déjà, je pourrais vérifier que le chiffre que donne le truc Décathlon est juste.
Et puis, je pourrais aller tester dans la forêt et tout ça, ce qui se passe voilà, quand je fais du VTT Fabrice, ou tout ça. Fais d'une pierre d'un coup, prends la montre connectée plus la ceinture. Il y a des packs en ce moment avec le Black Friday. Pour moins de 300 €, tu auras le package. 300 €. Mais alors, Rudy, attention. En fait, j'ai triché. Je l'ai déjà acheté la ceinture de fréquence cardiaque. J'ai été à Intersport et j'ai fait comme T'as acheté laquelle? Comme tu me connais. J'ai pris le premier prix, 34,50 € et j'ai acheté la ceinture. Bref. Et donc, du coup, j'ai acheté ça hier et j'ai déjà joué avec aujourd'hui. Et ça m'amène à ma première question, parce qu'en même temps, on est là pour apprendre des choses. Première question, Rudy. Ces derniers temps, ah oui, non, je fais aussi l'intro de ma question. Pour ceux qui connaissent le MMA, les arts martiaux mixtes, donc il y a un combattant qui est très impressionnant qui s'appelle Adesanya. Et ce type-là, assez souvent, il fait les combats sans ouvrir la bouche. C'est-à-dire qu'en fait, il ne respire que par le nez pendant presque l'essentiel du combat. Et il y a que lui qui fait ça. Les autres, ils ouvrent la bouche tout de suite parce que voilà, c'est. Et du coup, je me dis, mais putain, comment il fait le type pour atteindre ce niveau d'intensité pendant aussi longtemps que ça sans avoir à ouvrir la bouche? Et moi-même, donc j'ai testé. Donc je me promène dans la forêt en respirant par le nez, ça pas de problème. Je fais mon vélo d'appartement en respirant par le nez, ça pas de problème, même quand je vais un peu vite. Par contre, le rameur, c'est impossible de faire plus d'une rep en respirant par le nez. En fait, j'y arrive pas du tout. Et quand je suis dans la forêt et que je monte une côte, donc je respire par le nez le plus longtemps possible. Et des fois, je me dis, ah, c'est bon, j'ai atteint le bout de la côte. Donc, c'est une espèce de mini dune du Pilat. Pour ceux qui connaissent la dune du Pilat, c'est pas aussi haut, mais c'est plein de mini dunes du Pilat. Et des fois, j'arrive à monter en respirant par le nez. Je me dis, ça y est, j'ai atteint le haut. Et puis, allez, 3 secondes plus tard, c'est impossible. Je suis à moitié en train de crever. Et hop, il faut que je réinspire par la bouche. Et donc, question, Rudy, est-ce que, à ton avis, quand on n'arrive plus à respirer par le nez, est-ce que ça signifie qu'on a atteint ce qu'on appelle la zone 3, par exemple, ou la zone 4? Et est-ce que tu peux rappeler aux gens qu'est-ce que c'est que ces histoires de toutes ces zones? Et puis voilà. Et après, je te dirai ce qui s'est passé avec la ceinture. Pas forcément, parce que l'envie de respirer, du moins la théorie actuelle, c'est attends, que... mais explique, rappelle ce que c'est les zones. Oui, attends, je vais développer, t'inquiète pas. Mais en gros, là, ton envie de respirer, c'est plus un manque de tolérance au CO2. C'est que le CO2 s'accumule et que comme par le nez, t'arrives pas à ventiler assez, et hop, t'as envie d'ouvrir la bouche pour l'expulser. Donc c'est plus ça la théorie. Donc il y a un excellent livre là-dessus, Fabrice, que je te recommande, qui s'appelle Respiration, bien plus qu'une pratique essentielle. C'est un copain qui l'a écrit. C'est vraiment le meilleur livre et la meilleure source d'information sur le sujet. Il passe partout en ce moment, Stéphane Janson. Bref, et donc sur les différentes zones, je vais être sympa. En rappel, j'ai fait une petite pub. J'ai fait un énorme article qui s'appelle Le guide ultime de l'endurance, qui fait 42 pages Word, mais bien mis en forme, tout ça sur mon site rudicoya.com. Donc j'espère que tu l'as lu, Fabrice, mais j'imagine que tu l'as pas lu. C'était comme tout le monde. Voilà. Non, là, je l'ai pas lu, mais je vais peut-être le lire là, parce que comme maintenant je suis dans ces histoires-là, tu verras. C'est le meilleur article du web et il est bien référencé. J'ai pris pas mal de. Je suis bien placé. Bref. Et donc effectivement. Donc en fait, l'effort physique d'un point de vue cardiovasculaire, on le différencie en fonction des entraîneurs, des sources, des scientifiques, en plusieurs zones et ou plusieurs domaines. En fait, classiquement, on utilise un modèle à 7 zones. Donc toi, j'ai vu que tu m'as envoyé un truc, Fabrice, à 5 zones. En fait, il y a des zones après, par exemple, la zone 7. Toi, tu as mis la zone 5, c'est PMA, VMA, VO2. Même si c'est un peu bâtard de dire VO2, parce qu'on peut atteindre la VO2 à des intensités sous-maximales, à condition que ça se prolonge dans le temps. Mais au-dessus, tu as par exemple les efforts neuromusculaires. Donc par exemple, si tu fais un sprint de, 10 mètres, 20 mètres, ça c'est de la zone 7. Donc en fait, on va diviser l'effort, du moins cardiovasculaire, la plupart du temps, en différentes zones. Et donc chaque zone va impliquer des adaptations spécifiques. Alors ça veut pas dire que si tu es en zone 3, t'as pas les adaptations de la zone 2. Que si tu es en zone 1, tu n'as pas d'adaptation de la zone 3, mais tu as des préférences. C'est comme quand tu fais une série de 10 ou de 20 en musculation, ou une série de 6 en muscu. La série de 6, ça te fait plus prendre de force, en théorie, si tu la gères bien, avec des cycles, tout ça, que de muscles. Et par contre, la série de 20, tu fais prendre plus de muscles que de force en proportion. Là, c'est un peu pareil. Donc, on a catégorisé en disant, voilà, la zone 1, c'est une zone de récupération, c'est de la récupération active. La zone 2, c'est de l'endurance fondamentale.
ça développe des mitochondries, ça développe ton aisance respiratoire, ça développe ton premier seuil. Et donc, pour simplifier les choses, avec toutes ces zones, ces 7 zones, d'un point de vue plus physiologique, plus scientifique, on a divisé ça en 3 domaines. Et en fait, ces 3 domaines, c'est le premier domaine, la zone entre le premier et le deuxième domaine, en fait, c'est le seuil 1. Donc, c'est là un moment où ton taux de lactate, ta respiration s'accélère, mais ça reste stable et tu peux tenir normalement un très très long moment, plus ou moins longtemps en fonction des individus, ce qu'on appelle la durabilité. Ça, on en reparlera peut-être plus tard. Entre le deuxième domaine et le troisième domaine, c'est ton seuil 2. Donc pareil, ça a plein de noms différents comme le seuil 1. Il y a seuil ventilatoire 1, seuil lactate 1. Dedans, tu as également le seuil 2. Juste en dessous, normalement, tu as ce qu'on appelle la puissance vitesse critique. Bref, entre ces choses-là. Et donc, ça, c'est plus physiologique parce que ça dépend vraiment de facteurs qu'on peut mesurer. Alors que les zones, c'est plus aléatoire. Et donc, à partir de là, en fonction de l'effort qu'on veut faire d'un point de vue cardiovasculaire, en fonction de l'épreuve, par exemple, si vous voulez faire un 10 km, 10 km, avec de l'entraînement, ça se court à peu près à son deuxième seuil lactate ou son deuxième seuil ventilatoire ou à sa puissance critique. C'est à peu près ça. Donc, il faut entraîner surtout cette capacité-là. Donc, bref, on va pas entrer dans l'histoire de planification. Par contre, si vous faites un marathon, ça se fait plutôt au seuil 1 pour la plupart des gens. Donc, il faut développer plus ce seuil 1. Et donc, en fonction de l'intensité de l'effort, de la durée de l'effort qu'on veut faire en compétition, on va s'entraîner différemment, on va planifier ça différemment. Donc, il y a plein de planifications différentes qui existent, que vous connaissez peut-être, polarisée, pyramidale, seuil, il y a pyramidale inversée. Ouais, j'en ai mis plein dans mon article Le Guide ultime de l'endurance. Et après, c'est comme de la musculation, faut planifier différents cycles, faire comme on fait en force athlétique, planifier à rebours. Du moins, moi, c'est comme ça que je faisais quand je faisais de la force. Ouais, attends, Rudy, je te coupe parce qu'en fait, on comprend pas tellement le lien là entre la ceinture de fréquence cardiaque, mais c'est de la même façon qu'il y a les plages de répétition en musculation. L'équivalent des plages de répétition en musculation, en fait, c'est des zones de fréquence cardiaque, c'est des pourcentages de fréquence cardiaque. Voilà, c'est ça, pour simplifier. Voilà, pour simplifier. Et après, ces zones-là sont pas tout à fait. Donc, on a sorti des généralités, des moyennes, mais c'est pas tout à fait aussi simple. Comme vous le savez, quand c'est des études, on fait des moyennes et on n'est pas la moyenne, on est souvent un cas unique, mais souvent, ça tombe quand même à peu près juste. On sait que la zone 2, c'est entre 60 et 70% de sa fréquence cardiaque maximale, mais encore faut-il déterminer sa fréquence cardiaque maximale. Mais en général, on parle de zone 2 quand je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, quand on est en aisance respiratoire, quand on peut parler en même temps qu'on fait l'effort, sans être essoufflé. On dit que c'est ça la zone 2. Et quand on peut plus, en général, c'est qu'on passe en zone 3, qu'on passe dans le deuxième domaine. Et donc là, les effets sont pas les mêmes, la fatigue est pas la même. Et c'est à réfléchir en fonction de ce qu'on veut faire. Voilà. Et donc, pour essayer de faire un espèce de parallèle avec la muscu, comme ça, même moi, je structure ça dans ma tête. Mettons que le 8 à 12 répétitions, on dit souvent, faut faire entre 8 et 12 répétitions. Voilà. C'est l'espèce de plage classique pour prendre faire du muscle sur les mouvements polyarticulaires. Et donc là, la zone 2, qui est entre 60 et 70% de la fréquence cardiaque maximum, c'est la zone à peu près habituelle pour développer sa capacité aérobie. En gros, c'est exactement. C'est l'équivalent. Voilà, c'est l'équivalent du 8-12, mais comme en muscu, voilà, le 8-12, des fois, on peut monter à 15 ou on peut descendre à 6, ça dépend des exos, ça dépend des préférences de chacun, du niveau de chacun, etc. Mais grosso modo, c'est la même idée, hein, c'est ça, Rudy. Et alors, du coup, comment tu rattaches ça exactement avec la respiration par le nez ou par la bouche, ou simplement être capable de respirer, en fait? Parce que tu dis, oui, la zone 2, donc, c'est quand on est capable de parler. Mais, comment dire? Quand tu parles aussi, des fois, c'est difficile de respirer. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Là, ça veut dire qu'en général, t'es au-dessus de ton premier seuil. Là, en général, c'est que t'es au-delà de ta zone 2 ou t'es tout en haut de la zone 2. T'es presque à la frontière parce que normalement, tu dois pas être essoufflé. Et donc, moi, je peux te prendre un exemple, parce qu'en ce moment, je cours. Je peux dire que quand je cours à 10 km/h, je peux parler normalement. Si je cours à 11, il y a un petit essoufflement. Même si moi, j'ai l'impression de rien faire d'un point de vue cardiaque, il y a cet essoufflement quand même qui est là, qui m'empêche de bien parler. Donc, alors après, sur ces histoires de zone 2 et de zone 1, tout ce travail à basse intensité, comme on dit, souvent, ce qui est fait chez les champions et même ce qui est conseillé chez les amateurs comme nous, c'est mieux vaut être
trop lent que pas assez lent. Donc, c'est un peu compliqué quand on est un adepte du spirit, de l'effort physique, d'aller plus Et mine de rien, et Rudy, très, c'est dur. exactement la même chose que la muscu, hein. En fait, c'est la même chose que la muscu. Pas tout à fait, parce qu'en muscu, tu forces quand même à RPE 7, 8, 9. On dit qu'il faut pas se griller nerveusement. C'est vrai, mais on dit qu'il faut pas se griller nerveusement en muscu en allant à l'échec musculaire nerveux à tout prix. C'est un peu pareil, en fait. Hein. C'est pire parce que, en fait, la muscu, quand tu l'as fait avec le spirit, tout ça, en fait, t'es toujours habitué quand même à forcer de manière assez importante. Pour moi, quand tu as même un RPE 7 ou 8, tu forces quand même pas mal. Quand tu es en zone 2 ou 1, c'est comme si tu faisais rien. C'est un RPE de 2 à 3 sur 10. Tu vois, c'est vraiment du très, très faible. Donc, en muscu, tu fais jamais un effort comme ça. Jamais tu fais un truc... ça n'arrive pas. On conseille à personne de faire ça, sauf peut-être au début, quand tu es débutant pour prendre les exercices. Mais là, faut vraiment... C'est pour ça que c'est difficile. Mais en tout cas, la règle, elle est simple. C'est mieux vaut aller trop doucement pour développer son endurance fondamentale, sa capacité aérobie, que d'aller trop vite. Ça, c'est la règle. Donc, mieux vaut que tu sois pas du tout essoufflé, que ce soit facile, que l'inverse. Et c'est difficile parce que quand tu fais de la muscu, tu es habitué quand même à forcer un tant soit peu, même si tu vas pas à l'échec, tout ça. Et donc, ça va pas avec ça. Ok Rudy, et alors tu as une explication pourquoi Adesanya il est capable de faire tout un combat quasiment en respirant que par le nez? Donc qu'est-ce qu'il a développé comme qualité pour être aussi fort que ça, quoi? Bah, c'est sans doute que l'effort est pas si important que ça pour lui en fait. Hein. Je vois que ça, il a sans doute peut-être un seuil 1. Alors après, ça fait longtemps que j'ai pas regardé un combat, donc faudrait quand même vérifier. Mais ouais, c'est sans doute qu'il a un seuil 1 très 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 développé, ce qui est quand même un point commun à la plupart des pratiquants de longue distance, par exemple en cyclisme. J'ai plus les chiffres en tête, hein, mais je crois que j'avais dû les mettre dans mon article, le guide ultime de l'endurance. Mais pareil, tu prends les marathoniens, les cyclistes, vraiment les top athlètes, moi ce que j'appelle de l'ultra endurance, et ben ils ont un seuil 1 hyper développé parce que c'est le facteur déterminant de la performance. Donc c'est possible que Adesanya ait fait tout ce travail avant, en plus d'avoir évidemment, on va dire un petit talent de base inné qu'il a développé, mais c'est la seule explication. Hein. Ou alors il s'est fait refaire les cloisons nasales, il s'est fait faire une petite opération et puis en fait il respire comme par la bouche, par le nez, quoi. Tu rigoles, mais mon chien bulldog anglais, je lui avais fait faire une opération pour lui améliorer sa respiration. Et il y avait dans le package de l'opération respiratoire, il lui avait agrandi un petit peu je crois, les narines ou l'intérieur des narines. Mais il disait que ça jouait que de quelques pourcents, c'était pas ça l'important, mais ça faisait partie du package de l'opération. Donc tu vois, c'est même pas que une blague ce que tu dis. Non, mais il y en a qui font ça. Il y en a qui font ça parce que quand tu as une déviation nasale, des fois on te propose de faire ça, mais moi j'ai quelques élèves qui ont fait ça, mais ça n'a pas été ça n'a pas été fait avec succès, quoi. Ils n'ont pas vu de différence après, malheureusement. Oui, bah, ça m'étonne pas. Bon, et donc ta ceinture cardio là, déjà avec quoi voilà. avec quoi tu lis ta fréquence cardiaque parce que t'as pas de montre, donc tu lis avec quoi? Bah, j'ai galéré pour télécharger une application, voilà, bravo. puis à relier l'application à la ceinture. Alors ça a été toute une affaire. Bref, en gros, ça marchait pas chez moi. Ça marchait sur le portable de ma femme, ça marchait pas sur mon portable. J'étais en train de péter un câble et de m'énerver, vu qu'en ce moment, je n'arrête pas d'être énervé. Et finalement, il a fallu que je sorte de la maison, puis finalement, ça s'est mis à marcher. Et du coup, je pense que c'est le smartphone de ma femme qui devait, je sais pas, son Bluetooth devait être plus fort que le mien et il écrasait mon Bluetooth, tu sais, comme dans les Chevaliers du Zodiac. Et du coup, ça marchait pas. Et dès que je suis sorti, ça s'est mis à marcher. Enfin, anyway. Et du coup, bah, j'ai testé. Et justement, il y avait cette fameuse côte à vélo dont j'ai parlé il y a quelques minutes, où impossible de ne pas ouvrir la bouche vers la fin de la côte. Et après, j'ai regardé sur l'écran et j'approchais de la petite zone rouge. J'étais à un cheveu de la petite zone rouge. Et donc, ça. Mais donc, à combien de pulsations alors? Je crois que ça faisait 160. En fait, j'étais à 160 d'après le machin. Ok, ouais, mais je vois. Oui, ça commence à être assez élevé. Mais après, c'est à peu près moi ce que j'attends au vélo quand je force aussi, quand je fais mes 5 x 5 minutes sur vélo. J'étais aux alentours de 160. Donc, mais là, c'est quelques secondes, hein, en fait, les 160. C'est pas resté 10 minutes, c'est quelques secondes. Oui. Ben non, c'est qu'en fait, c'est la fin de la côte. Donc, en fait, en fin de la côte, ça faisait 160. Après, ça commence à redescendre. Mais sauf que j'ai dû inspirer par la bouche, voilà, pour ce que tu dis. Et d'ailleurs, ce que tu dis, ça me rappelle quand je faisais de la plongée, où pareil, tu peux avoir ce problème où tu es
en bas de l'eau. Et enfin, t'es sous l'eau d'ailleurs. T'es en bas de l'eau. T'es sous l'eau. T'es sous l'eau, donc tu nages parce que des fois, faut nager pour rejoindre un point A à un point B. Et tu peux t'essouffler sous l'eau. Et là, c'est un peu la merde parce que du coup, tu respires avec le tube. Et ce qu'il faut surtout, c'est que tu n'hyperventiles pas. Parce que sinon, c'est le bordel. Et donc, quand tu es dans ce cas-là où tout d'un coup, tu as l'impression de manquer d'air, alors que tu es donc sous l'eau, il faut que tu t'arrêtes de bouger tout de suite et que tu fasses des grandes inspirations et expirations. En gros, c'est comme ça que tu t'en sors. Et puis seulement après, tu peux repartir. Mais si tu essayes d'hyperventiler, tu vois, de faire... Eh ben, avec le système de plongée, tu peux pas, et c'est surtout pas ça qu'il faut faire. Oui, ça m'étonne pas. La gestion de ta respiration, de toute façon, est hyper importante, ne serait-ce que pour la perception de l'effort et pour ta capacité à emmagasiner de l'oxygène, à capter de l'oxygène pour ensuite diffuser cet oxygène dans ton sang. Ça fait partie des déterminants quand même de la VO2 max, donc de ta consommation maximale d'oxygène. Donc si tu respires mal, déjà, tu te tires une balle dans le pied, quoi. Ok. Alors, sinon, j'avais un autre sujet. C'était... C'est le seul test que tu as fait avec ta ceinture? En fait, j'ai fait une mini randonnée, si on veut dire. En gros, je suis allé marcher 2 heures par Mons et par Vaux, et puis j'ai fait un aller-retour à vélo, justement chez Orange pour voir s'ils avaient fait le Black Friday sur le casque à induction osseuse, et ils l'avaient pas fait. Et donc voilà, en gros là, pour le moment, je m'en suis servi 3 heures, mais ça fait depuis hier soir que je l'ai, puis depuis ce midi que j'ai réussi à la faire fonctionner. Alors tu parles. Faut que tu essayes sur le rameur. Sur le rameur, ça va monter beaucoup plus. Moi, je me souviens que sur le rameur, comme tu as pratiquement tout le corps qui travaille, ça monte beaucoup plus que sur le vélo. Le vélo, c'est vraiment très difficile. Moi, je me souviens quand je faisais beaucoup de vélo, franchement, et je pédalais un peu dans la semoule, là, comme tu avais vu quand tu étais venu, franchement, quand je passais les 105 pulsations, c'était un miracle, quoi. Vraiment. Ouais, mais du coup, ah oui, effectivement, je t'ai pas dit, j'ai aussi fait un test pour vérifier si le chiffre de la fréquence cardiaque qui était indiqué sur le vélo était en phase avec le téléphone. Et effectivement, c'est parfaitement en phase. Et du coup, je sais que quand je fais le vélo d'appartement, même si je transpire vraiment beaucoup puis que j'ai l'impression de me dépouiller, et ben au final, je pense que j'atteins même pas la zone 3, si j'ai bonne mémoire. Enfin, ça monte pas trop le cœur. Et là, je suis un peu étonné parce que je croyais qu'il y a une espèce de corrélation quand même avec la transpiration, tu vois. Non. Et non, c'est pas corrélé. Tu as l'impression de te dépouiller et puis la fréquence cardiaque monte pas. Oui, mais parce qu'en fait, ton effort, quand tu es sur le vélo, donc à nous, ce qui nous limite, autres pratiquants de muscu qu'on est, c'est plus les muscles, en fait. Et si tu te souviens, quand tu produis de l'énergie, donc tu appuies sur les pédales et tout, notre rendement musculaire énergétique, il est que de 25%. Donc tu as 75% qui s'évacue sous forme de chaleur et donc qui te fait transpirer. En gros, c'est le rendement, ça peut s'améliorer un peu de quelques pourcents, mais en gros, c'est ça. Et ce qui fait que nous, en fait, sur le vélo, on n'est pas limité par le cœur ou par notre système respiratoire, mais on est limité par nos muscles, en fait. Et nos muscles dégagent beaucoup de chaleur, comme ils produisent beaucoup d'énergie. En fait, on gonfle. Là, on gonfle. Tu prends un peu de cuisse, tout ça. Mais en fait, cardiaquement, t'as pas assez de mitochondries au niveau local, t'as pas assez de capillaires, t'as pas assez de fibres lentes qui sont bien développées, tout ça. En gros, on est limité parce qu'on a une mauvaise endurance locale. Une mauvaise endurance locale. Triceps. Exactement. Ouais, c'est ça. On est mauvais. Bien sûr. Et c'est pour ça que moi, je peux te dire que quand je faisais du kayak chaque année, j'en faisais que l'été. En fait, les premières séances, j'avais les épaules qui congestionnaient. Ça faisait vraiment, j'étais énorme en sortant du truc. Maintenant, j'ai pratiquement les épaules qui congestionnent plus. Je suis adapté à l'effort parce que j'en ai fait plein. Alors maintenant, la mauvaise nouvelle, Fabrice, je vais te la dire parce que tu as 44 ans bientôt. J'ai interviewé un copain qui est dans le cyclisme, qui a lui-même interviewé un type qui est spécialiste du vieillissement. Et il m'a dit qu'après 35 ans, la création de nouvelles mitochondries, d'améliorer leur fonctionnement, tout ça, c'était un peu râpé, quoi. Donc, à mon avis, tu vas congestionner pour longtemps. Même si tu peux un peu progresser, tu vas congestionner pour longtemps. Bon, après, c'est pas grave. C'était juste pour comprendre un petit peu les mécanismes. Là que je joue avec la ceinture, mais fondamentalement, je m'en fous. Et voilà. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, sur la blague toujours habituelle du fonctionnel, comme il faisait très moche, pendant plusieurs semaines, j'ai pas pu faire du VTT avec le club parce qu'il n'y a pas de sortie. Mais à la place, donc, je faisais du vélo d'appartement sur le Décathlon. Donc, le vélo d'appartement, il a la particularité qu'on a le buste qui est assez droit, en fait. Et 3 semaines après, donc, je refais du VTT. Je me dis bon, ça devrait quand même aller vu que j'ai fait du vélo d'appartement. Eh ben, figure-toi que le soir même, j'avais déjà des petites courbatures aux ischio-jambiers et aux fessiers. Et alors, je t'explique pourquoi.
Ouais, et ben je vais t'expliquer. Enfin, c'est ma théorie. Donc sur le vélo d'appartement, on a le buste droit et ça fait beaucoup les quads. J'ai l'impression que ça fait un tout petit peu les ischios. Et figure-toi que j'ai l'impression que ça fait les abdos. En fait, je sens vraiment qu'il y a les abdos qui se contractent. Il doit faire un espèce de gainage isométrique pour maintenir la position, parce qu'on n'est pas tellement en appui sur les mains vu qu'on a le buste droit. Donc je pense que les abdos se contractent, les quads, et puis voilà. Et en fait, quand je fais le VTT et qu'il y a des côtes, parce qu'évidemment, dans la vie, tout est compliqué quand il y a des côtes. Sinon... Et donc, quand il y a des côtes, vu que la particularité, c'est que moi, je fais dans du sable, si je me mets en danseuse, et donc ce qui me rapprocherait du vélo d'appartement Décathlon, et ben si je me mets en danseuse, ça ne marche pas parce qu'on dérape. Donc, du coup, on est obligé de rester les fesses sur le vélo. Et si jamais on ne penche pas assez le buste, cette fois-ci, c'est la roue avant qui se lève. Et donc, moralité, quand on monte une côte sablonneuse, la seule solution, c'est d'avoir les fesses collées à la selle et de s'écraser complètement en avant. Tu vois, tu courbes le dos le plus que tu peux pour mettre le centre de gravité le plus bas possible, en gros. Et là, tu pédales. Et en fait, dans ce type, et je pense que du coup, on doit avoir une position qui est peut-être assez proche de celle de quelqu'un qui ferait sur un vélo de course, en fait, qui est très recroquevillé. Je pense que ça doit être assez similaire. Et là, eh ben, je sens que les ischios et les fessiers sont beaucoup plus mis en jeu. Évidemment, pas les abdos parce que tu es en appui complètement sur les mains. Et moralité, ben, bien que ce soit du vélo dans les deux cas, et ben au final, l'effort musculaire est assez différent, pour pas dire, je dirais même franchement différent en fait. Et là, tu te dis quand même, alors que c'est du vélo. Alors maintenant, tu vas te pencher sur ton vélo. Ouais, non, je vais pas me faire chier à faire des trucs comme ça, mais ça, déjà, ça faisait longtemps que j'avais compris que ce truc de guerrier fonctionnel, c'était vraiment du bullshit fini. Mais là, c'est complètement ancré en moi que tout est hyper spécifique. Et je pense que si je pouvais être en danseuse sur le VTT, ce serait bon, en fait. Mais comme je peux pas, puis qu'il faut être recroquevillé, bah, c'est pas la même chose. Voilà, l'effort est un peu différent au niveau musculaire et donc ça génère des petites courbatures à la première fois. Et voilà. Amusant, non? Hein? Non, mais bon, ça m'étonne pas parce qu'en fait, encore une fois, le renforcement musculaire est très spécifique, même si certains ont du bol et nous expliquent qu'il y a des transferts, tout ça. On voit bien que en fonction de la position dans laquelle tu es pour te renforcer, et ben le transfert, il y en a certains tout petit peu, mais pas tant, pas autant qu'on l'espère, quoi. Vraiment pas autant qu'on l'espère. On se renforce que ce qu'on entraîne, quoi. Donc là, ça m'étonne pas des masses, hein, tu sais. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais, je vois bien que tout est très spécifique, quoi. Malheureusement ou heureusement, je sais pas comment le prendre. Ouais, c'est ça. Alors, autre sujet, Rudy. Je crois qu'on n'a jamais parlé dans le podcast. Est-ce que oui, tu connais évidemment, mais c'est une manière de poser la question. Tu vois de quoi je parle si je te parle de dissociation ou d'association mentale pendant l'effort? Bah, vu que je suis un fervent admirateur de ton travail de newsletter que tu faisais à ta grande époque, je me souviens très bien de ces sujets. Ah, bon. Ok. Moi, je me souviens plus que j'ai écrit une newsletter là-dessus. Bref, je suis retombé là-dessus en lisant un livre, puis je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Quel livre? Quel histoire-là. Un livre sur le rameur, voilà. En gros, quand on fait un effort, il y a deux manières d'appréhender l'effort au niveau mental. Il y a la manière où on est complètement, comment dire, on vit l'effort à l'intérieur de soi. Et c'est souvent ce qu'on fait en musculation. Par exemple, si vous faites une série de développés couchés, bah, vous cotez vos reps, voilà, tu penses à tes pecs, tu penses à pousser, tu étais vraiment dans l'instant présent. Exactement. Et il y a une autre méthode qui est la méthode il y a un autre truc, c'est ça qu'on appelle la dissociation, où là, imaginons par exemple que vous allez marcher dans la forêt, et puis bah, vous n'êtes pas en train de vous concentrer sur chaque pas ou sur votre respiration, ou à moins que vous faites de la marche méditative, mais probablement vous allez laisser votre esprit vivoter, penser à autre chose, ou éventuellement vous pouvez même vous voir en train de marcher, en fait, comme une personne extérieure qui vous verrait en train de marcher. Voilà, c'est un truc dissociatif. Et donc en sport, ce que j'ai lu, mais en fait c'est pour avoir l'avis de Rudy, souvent ce qui se passe, c'est que pour les efforts d'endurance et plutôt de basse intensité, on a tendance à pratiquer la dissociation. C'est-à-dire que
déjà, on peut faire si on veut, on peut regarder la télé ou faire autre chose en même temps. Ou alors, si c'est une espèce de dissociation active, et ben voilà, on se voit en train de faire l'effort, mais on vit pas complètement son effort. Et par contre, pour les efforts de grande intensité, comme par exemple du rameur, ou alors si c'est de l'endurance mais à fond, eh ben on a tendance à pratiquer, à faire une association mentale. En gros, c'est ça. Mais il y a les deux techniques possibles, et apparemment, il y a des gens qui respectent pas nécessairement les deux règles que je viens d'indiquer, puis qui peuvent, je sais pas moi, pratiquer la dissociation même pendant un effort intense, et vice versa. Et donc, Rudy, comment tu fais, toi? Est-ce que tu es plutôt associatif ou est-ce que tu es plutôt dissociatif? Ben non, mais je pense que t'as bien résumé les choses. C'est vrai que, toi, tout à l'heure, j'ai été courir, je courais vraiment tranquille, hein, vraiment, c'était de la zone 2. J'espère que c'était de la zone 2, que j'étais pas trop haut, mais j'ai l'impression de rien glander. Ben, c'est vrai que j'écoutais un podcast, tu vois, j'étais pas du tout associé à mon effort, quoi. Vraiment, là, Voilà, donc ça j'appelle ça de la dissociation passive, même si j'ai pas vu ce terme-là, mais je qualifie ça comme ça, voilà. Donc, dissociation passive. j'ai écouté un podcast intéressant dont je partagerai le lien dans ma revue de presse sur patreon.com/leadercast. Bref. Et donc ouais, quand c'est facile comme ça. Alors après, par contre, tu vois, quand je fais du kayak, là, par contre, je suis toujours associé, quoi. Vraiment, même si je suis à basse intensité, à chaque entrée de la pagaie dans l'eau, de la pale, je pense à ce que je fais. Je suis donc mentalement, c'est beaucoup plus fatigant sur les efforts de longue durée, justement, d'être associé. Par contre, quand je vais vite, bah si, pareil, je suis associé, Mais en muscu, par contre, c'est très, en muscu, si t'es dissocié et pas associé à ce que tu fais, là, par contre, ça me paraît difficile d'avoir des résultats. C'est un peu ce dont on parlait un coup. Ouais. Avec El Riser sur le forum, il parlait d'état d'esprit, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font de la muscu et ils pensent complètement à autre chose pendant qu'ils font leur série, tout ça. Et là, ça a moins de sens parce qu'encore une fois, comme je disais tout à l'heure, la muscu, t'es jamais sur des efforts vraiment faciles, de développement de l'endurance. T'es vraiment sur des efforts quand même qui sont assez intenses, du 7, 8, 9 en RPE sur 10, normalement. Voilà, si tu cherches à progresser. Et donc, tu es obligé d'être associé. Sinon, bah, en fait, tu peux pas être dedans, tu mets moins lourd, t'es pas explosif, t'as pas le P. C'est beaucoup moins productif. Tu peux te blesser. Voilà, tu peux te blesser parce qu'en fait, tu penses pas du tout à ce que tu fais. Alors que, ouais, la muscu, c'est vraiment associé. Alors que quand c'est facile, bah oui, quand tu fais du vélo, tranquillement, comme Fabrice, là, par exemple, bah, tu peux faire autre chose. Quand tu fais de la course à pied, voilà. Mais quand je fais du kayak, vu que moi, entre guillemets, j'essaie vraiment de progresser, et c'est surtout sur la technique que je peux progresser, vu que mes paramètres physiologiques sont pratiquement au max, malheureusement. En fait, à chaque coup de pagaie, je pense, et je peux dire que ouais, mentalement, moralement, psychologiquement, c'est fatigant. C'est vrai qu'à la fin, tu finis, tu dis, t'es mort aussi bien physiquement que mentalement. Ouais. Alors bah moi aussi je suis plutôt team associative et c'est pour ça que des fois je comprends pas trop comment les gens arrivent à écouter un podcast Bah, en faisant ils efforts. s'entraînent pas vraiment. Ils s'entraînent pas vraiment. Quand tu fais un truc facile, en fait, tu peux faire autre chose. Mais dès que tu forces, tu peux pas en fait. Alors il y a un cas quand même où la dissociation que j'appelle active est pertinent et peut-être l'électrostimulation. Ouais, par exemple, j'avais pas pensé à celui-là, mais c'est un bon exemple. Voilà, ceux qui font des efforts d'endurance type triathlon et tout ça. Alors moi, je me souviens que quand je m'entraînais pour le semi-marathon, quand j'étais fort jeune, il y a fort longtemps, j'avais remarqué, mais je crois que je l'avais lu aussi dans un bouquin, c'est que quand tu arrives vers la fin de ton effort d'endurance, tu commences à être un petit peu fatigué, même beaucoup fatigué, je sais pas, t'as mal aux jambes, tout ça. Et ben là, être en mode associatif, ça va pas. Parce qu'au contraire, tu te focalises un peu trop sur tes douleurs et ta fatigue. Et que justement, à ce stade, être en mode dissociatif actif, c'est-à-dire pas penser à un podcast ou à ta feuille d'impôt, mais voilà, imaginer que t'es, je sais pas moi, Dieu au ciel, et puis tu vois un petit bonhomme courir, et donc le petit bonhomme, c'est toi, évidemment. Tu le vois courir, mais du coup, t'es hors de toi, et tu penses moins à tes douleurs, à ta fatigue et tout ça. Et donc ça, j'appelle ça la dissociation active. Et effectivement, pour l'endurance et la fin des efforts d'endurance, peut-être que ça fait sens. Bah, bien sûr, parce qu'en fait, tu penses plus à tes petites douleurs. C'est sûr que des fois, moi, je cours et puis j'ai un petit truc là, voilà, qui dure. Tu sais, c'est toujours pareil. Tu penses que t'as mal. Tu penses plus, bah ça disparaît quoi. En fait, hein, c'est tout. Surtout que c'est des petits trucs. Donc ouais, c'est sûr que encore une fois, en endurance, je pense que la dissociation ça marche mieux. Parce que si tu penses pendant des heures et des heures à ce que tu fais, en fait, t'es mort mentalement. En fait, tu ralentis parce que t'es mort mentalement. C'est possible. Après, voilà. Bon. Donc, s'il y en a qui font de l'endurance ou qui font différents efforts, voilà, dites-nous en commentaire
commentaire si vous êtes plutôt team associative, dissociative, passive ou active. Bon, êtes-vous passif ou actif? C'est ça la vraie question, quoi. On a compris. Et aux différents stades de votre effort. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre comme sujet sur ma liste t'as noté les restaurants, Fabrice. J'ai vu ta liste. Il y avait les restos parce que comme en fait, tu vas pas dépenser pour t'acheter un casque à conduction osseuse, mais que tu vas souvent au restaurant, t'étais effaré. C'est ça. Et donc, j'avais déjà dit plusieurs fois que les restos, je trouve que c'est une grosse arnaque. Et tout est une arnaque. Quand il dit arnaque, vous entendez l'intonation qu'il utilise. Mais ils essayent tous de nous prendre notre argent, en fait. Et l'autre coup, je tombe sur un article sur le Canard enchaîné. Alors, il y a toujours des tas d'articles sur le Canard enchaîné, mais des fois, je me dis, il faut que j'arrête de l'acheter, ce truc-là, parce que tu deviens fou. Et donc, ça disait que en France, il y avait 175 000 restaurants, mais qu'a priori, il y avait que 7 000 restaurants qui faisaient vraiment du fait maison. Alors, par contre, c'est pas bien clair si c'est 100% de la carte en fait maison ou si c'est rien du tout en fait maison. Et il y a toujours dans ce même Canard enchaîné, il y avait un article qui disait que pour ceux qui prennent des steaks tartare au restaurant, dans 80% des cas, c'est de la viande achetée, c'est de la viande hachée industrielle. En gros, qu'ils ont ils ont acheté le tartare. Ils ont acheté le tartare directement. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, c'est ça. Et donc c'est écrit que ça peut être vendu 22 €, alors qu'en réalité, eux, ce qu'ils ont acheté, ça coûte 4,50 €. Et puis ils ouvrent le truc, puis ils te le filent. Et donc voilà. Donc ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Hein, et donc voilà, si vous allez au restaurant, alors je sais que des fois il y en a justement parce qu'il y a des gens qui doivent avoir conscience que il y a plein d'escroqueries où tu vois les cuisines de l'extérieur, ça se fait assez, où tu vois toute la merde, mince, j'ai oublié comment ça s'appelle, j'allais dire la palanquée. Tu as toute la palanquée de cuisiniers qui cuisinent, parce que j'ai oublié comment on appelle ça, un groupe de cuisiniers. Tu te souviens du mot, Rudy? Un groupe de cuisiniers? L'équipe des cuisiniers, normalement il y a un mot spécifique pour dire les cuistots. L'équipe ensemble. Les cuistots. Ouais, non, c'est un autre mot. Peu importe. Un groupe de plongeurs, on appelle ça une palanquée, mais un groupe de cuisiniers, normalement, il y a un mot, mais j'ai oublié. Bref. Et donc, normalement, des fois, on peut les voir de l'extérieur parce que voilà, ils ouvrent les fenêtres et puis du coup, on voit que c'est de la vraie cuisine fait maison. Et au moins, ça rassure parce que sinon, voilà, on se fait rouler. On se fait rouler, mon cher Rudy. Mais bon, après ça m'étonne pas parce que finalement, tu sais bien que quand tu vas au resto, c'est comme, je vais pas une petite pub un peu déguisée, mais c'est comme quand t'achètes à une marque et que c'est beaucoup plus cher que Superphysique. Tu sais très bien que tu payes là quand tu vas au resto, tu payes le loyer, tu payes les serveurs, tu payes le service en cuisine, tu payes plein de choses en fait qui font en fait que tu es obligé de payer beaucoup plus cher. Que si tu l'achètes le truc juste pour toi, quoi. C'est simple, hein. Là, au Gros-Durand encore, tu vois, c'est port de pêche. Franchement, le poisson, il est pas cher. Il est beaucoup moins cher. Franchement, j'y vais, prendre du poisson, ça coûte beaucoup moins cher que chez moi. Ouais, alors que tu vas au resto, tu prends un morceau de poisson, qu'à Annecy, t'es à 30 balles, quoi. Le plat. Donc, t'as pas envie d'y aller. Mais, et c'est pareil pour les compléments alimentaires, donc pub déguisée. T'as plein de marques. Maintenant, toutes les marques ou presque vendent beaucoup plus cher que Superphysique. Je réexplique parce que nous, en fait, on veut vendre à des prix auxquels nous, on achète ou on achèterait et donc qui soient accessibles. Et donc, forcément, on fait pas de publicité. Notre meilleure publicité, c'est vous. D'ailleurs, merci d'en parler autour de vous. Donc, on fait pas d'influenceurs ou quoi, parce que de toute façon, c'est pas du tout notre cas, mais on les trouve ridicules la plupart du temps. Voilà, on est dans aucun magazine, si ça existe encore, magazine sportif. Et donc, ce qui fait qu'on est moins cher. Mais pareil, quand vous achetez une marque et que c'est beaucoup plus cher, en fait, c'est que vous payez du marketing. En fait, vous payez vous payez du marketing tout simplement. Il faut bien le retrouver quelque part. Et donc vous payez. C'est comme les restos. Les restos, c'est cher la plupart du temps parce que vous payez plein de trucs auxquels on pense pas aux premiers abords. Le loyer, l'emplacement, les serveurs, les cuisiniers, la totale quoi. Donc voilà. Pourquoi faut pas aller au resto ou alors faut aller que dans des restos différents de ce que vous mangez habituellement pour goûter des choses différentes. Si c'est pour manger la même chose que chez vous et bouffer du riz, autant rester chez vous. Ok, Rudy. Je sais pas s'il y avait un parallèle aussi bien avec les compléments alimentaires, mais bon. Ce que je trouve un peu bizarre, c'est que normalement, tu vas au restaurant pour manger de la cuisine qui a été faite par un cuisinier. Et en fait, au fil du temps, on a l'impression que ça s'est de plus en plus industrialisé. Une fois de plus, moi qui vis dans les années
90 et 80, dans mon souvenir, il y avait pas, c'était pas comme ça, en fait. T'allais au resto, tu savais qu'il y a quelqu'un qui a cuisiné. Là, en fait, t'es plus tout à fait sûr. C'est ça le problème. Je sais En pas, tout cas, sur le quand, resto la pas trop première fois que cher. je t'ai vu, je pensais que t'allais chez Buffalo ou Léon de Bruxelles, hein. Franchement, je pensais que c'était tes restos préférés, hein. Enfin, alors, est-ce que tu as une question du coup, Rudy? Parce que Bien j'ai sûr. plus rien sur ma liste, sauve-nous. Ouais, bien sûr. J'ai pris une question sur les forums Superphysique. Une question de Gramme68. Alors en fait, je vais donner un peu de contexte. Vous savez, si vous nous écoutez régulièrement, vous lisez nos articles, ce qu'on espère, et pas que il y a des choses que vous avez intégrées qui sont pour nous et pour vous admises en fait et voilà. Et là en fait, je suis tombé sur une question qui a été posée cette semaine, donc le 22 novembre exactement. Hier au moment où on fait ce podcast, où on enregistre, et j'ai été très surpris. Donc je vais vous la lire. Et en espérant pas être le seul à être surpris de cette constatation que fait Gramme68. Je lis la question. Je suis une femme de 44 ans, 1m54, 46 kilos. J'ai débuté la musculation il y a 2 ans et j'ai pris un goût dingue. Je suis satisfait des résultats physiques que j'obtiens et de mes progrès. J'adore aussi de plus en plus travailler en force. Donc je rappelle, 44 ans, 1m54, 46 kilos. Je fais du soulevé de terre avec un record en 5 répétitions à 80 kilos. Je squatte à peine mon propre poids de corps, je bench à 30 kilos. Donc des charges pas ouf, mais c'est mon max. Il y a 3 semaines, après une séance de soulevé de terre avec mon coach, je me suis fait mal au dos du côté droit. Ça a duré 1 semaine et je suis allé voir un ostéopathe qui m'a parlé du carré des lombes et du psoas iliaque. J'ai mis ça sur un manque d'échauffement, mon coach m'ayant mis 80 kg sur la barre en 3e série. Vendredi, sur mon soulevé de terre, rebelote du côté gauche. Grosse pointe d'abord, suivie d'une douleur sur toute la ceinture lombaire, et le lendemain, impossible de me pencher. Irradiation dans la fesse, ostéo en urgence, sacro-iliaque bloqué. On va y revenir. Ce matin, j'ai eu rendez-vous chez mon ostéopathe habituel, qui est médecin sportif. La contracture musculaire est réactionnelle. Il y a pour lui une petite irritation du sciatique et un souci au niveau d'une lombaire en bas et une plus haut. On va reparler de toutes ces conneries. Pas d'imagerie prescrite, interdiction de sport pendant 1 semaine, puis il a juste dit de faire doucement un avertissement. Je ne me vois pas arrêter la musculation. J'aime trop ça et cela me vide la tête. Et faire le deuil de l'esthétique, c'est dur. Je pense stopper le soulevé de terre quelque temps, par quoi le remplacer? Puis-je continuer les thrusts? Est-ce dangereux pour le dos? Je pense que je ne m'échauffe pas assez. Je ne sais pas la gravité de mon bobo. A priori, c'est pas trop grave, mais j'aurais aimé une imagerie. Comment garder une musculature dans le cas où il faut préserver son dos? Merci de m'avoir lu. PS, j'avais ma ceinture de force. Fabrice, c'est du caviar cette question, non? Attends, tu sais qu'au club de VTT, mais je l'ai peut-être déjà dit une fois. Donc, il y a une femme qui a 50 ans, qui fait du VTT avec nous, tout ça. Et un coup, elle a dit qu'elle avait mal aux cuisses parce que la veille, elle avait fait du soulevé de terre au Basic Fit. Tu te rends compte? Et là, tu vois, cette femme-là, c'est un peu pareil, en fait. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le monde pour que tout d'un coup, même des femmes comme ça, à un certain âge, se mettent à faire du soulevé de terre à la salle? Tu vois, c'est un truc de dingue, hein. C'est un truc de dingue. Alors, est-ce que tu veux commencer à répondre? Ah non, je te laisse répondre parce que j'ai pas grand-chose à dire sur ce truc-là. Je sais qu'après, sur jeux vidéo, ils vont dire, ah, ils connaissent rien, ils disent qu'il faut pas faire de soulevé de terre et tout ça. C'est pas ce que je vais dire. Juste... C'est pas ce que je veux dire, mais. Ouais. Ouais, bref. On se souvient que Michael Gundil, il y a déjà, dans les années 2000, déjà, il disait, il faut surtout pas faire de soulevé de terre, c'est de la daube. On lui riait au nez. Après, nous, on a compris qu'il fallait pas en faire. Et puis maintenant, il y a jamais eu autant de gens qui en font du soulevé de terre, semble-t-il. Truc de fou. Du soulevé de terre, oui, c'est fonctionnel. Alors bref, je vais reprendre la question dans l'ordre. 44 ans. Donc le vieillissement a commencé malheureusement depuis longtemps. Donc il y a pas que ça qui vieillit, mais voilà, je vais faire des raccourcis rapides. Donc l'espace entre ces vertèbres a commencé à diminuer à cause de la gravité et puis à cause de nos habitudes. Hein. Je sais pas quel travail est fait, mais voilà, si on est assis régulièrement, si on n'est pas très souple, si on n'a pas de renforcement, et c'est pas dit qu'en étant renforcé, la gravité joue pas, qu'on perd pas de l'espace entre nos disques. Bref, le vieillissement a déjà commencé. Ensuite, elle fait du soulevé de terre avec un record à 5 répétitions à 80 kilos. Pour 46 kilos de poids de corps. C'est bien, hein? Elle est balèze, en fait. Hein, c'est énorme. Alors après, moi, je me méfie toujours des performances lancées sans vidéo parce que souvent, au soulevé de terre, la mode, c'est de faire du dos rond, de pas bien placer son dos. Donc en fait, ça vaut rien du tout. Mais bref, on va partir du principe qu'elle le fait bien. Donc 5 à 80 pour 46 kilos de poids de corps à 44 ans. C'est une super performance. C'est vraiment un très très bon niveau. Maintenant, moi je suis très surpris que quand tu fais du soulevé de terre et que tu te fais mal au dos,
tu te dises pas déjà en amont, je fais un exercice qui met de la pression sur mon dos, en plus je fais de la force, donc forcément ça va mal finir. Pour moi, on l'a tellement répété sur les forums, dans les articles, vraiment dans des vidéos, je sais pas, j'ai dû faire des dizaines de vidéos sur le sujet. Bref, pour moi ça me semble normal. Non mais attends Rudy, je te coupe. Tu sais, à un moment donné, quand je faisais de la corde à sauter avec cette saleté de YouTube me mettait des vidéos sur le côté, tu as des vidéos qui te conseillaient de faire du soulevé de terre dos pour te renforcer le dos. Donc c'est bien. Ça fait des vidéos, et puis on a fait des podcasts qui disent qu'il faut pas en faire. Mais il y a je sais pas combien de vidéos avec des types qui sont 10 fois plus célèbres que nous, qui disent que tu te renforces et encore plus si tu fais dos rond. Donc tu vois, après, c'est difficile de dire aux gens, de dire, nous on vous avait prévenu, c'est ça le problème. Non, mais bon, moi je suis très surpris déjà par ça. Et donc, je reviens sur son ostéopathe, voilà, qui lui a parlé du carré des lombes, du psoas, blablabla. Rebelote, ce coup-ci de l'autre côté du dos. Impossible de se baisser, irradiation dans la fesse, ostéo en urgence, sacro-iliaque bloqué. Une sacro-iliaque, un os, une articulation, ça se bloque pas. Ça n'existe pas, c'est pipeau, tout ça. J'avais fait plusieurs podcasts avec des ostéos sur le Superphysique Podcast, donc pour ceux qui veulent les réécouter s'ils l'ont pas écouté. Bref, c'est dans les épisodes. Et elle se demande plus bas, quelle est la gravité de mon bobo? Ben là, ton bobo, il commence à être assez grave. Si tu veux pas te pencher en avant, parce que tu as fait un soulevé de terre, tu t'es bloqué, nanana, et que tu as une irradiation dans la fesse, effectivement, c'est un début de sciatique, et le début d'une sciatique, ça s'appelle une hernie discale. C'est pas compliqué, on va mettre des mots clairs. C'est une hernie discale. Ça veut dire que il y a quelque chose qui touche ton nerf sciatique. Et donc, pareil, je pense que Graham, elle n'a pas écouté l'ancien épisode, mais Fabrice, il pouvait en parler longtemps. Il a eu ça, il pouvait plus bouger le pied pratiquement, il a dû faire opérer en urgence, et il a mis plus d'1 an avant de retrouver son dos, et encore, il n'est pas méga confiant. Donc là, c'est une blessure très grave que tu as. C'est pas une petite irritation du sciatique. À 44 ans, ta régénération, elle n'existe plus, tu es dans la dégradation, malheureusement, rien que par ton âge. Et si en plus, tu fais du soulevé de terre lourd régulièrement, bah, tu accentues cette dégradation. Voilà. Tu vas pas te régénérer, c'est comme ça. Et là, en plus, bah, tu arrives au stade où tu as du bol. Pour l'instant, c'est que la sciatique, mais ça peut être paralysie. Tu peux te pisser dessus, tu peux te chier dessus. Disons-le clairement, si tu continues à insister là-dessus. Là, pour l'instant, tu as du bol. C'est une petite hernie discale. Donc, tu n'as pas besoin d'imagerie. Voilà. Donc là, la contraction musculaire est réactionnelle. Bah oui, parce que quand tu as mal, ton corps, il se bloque pour éviter que ça s'accentue. Voilà, on en a déjà parlé plein de fois, c'est les compensations que tu mets en place pour un peu te protéger. Mais il faut pas que ça dure trop longtemps parce qu'après, tu compenses et t'as mal partout. Donc, par rapport à ça, c'est pas l'interdiction de faire du sport que tu dois faire, c'est revoir tout ton entraînement. C'est pas faire le deuil de l'esthétique. C'est pas arrêter la musculation. C'est s'entraîner de manière intelligente. C'est avoir du bon sens et de se dire que mettre de la pression sur son dos, encore une fois, à 44 ans, où les erreurs pardonnent beaucoup moins que quand tu as 20 ans, où tu te régénères, voilà, comme ça, du jour au lendemain, d'heure en heure, ben là, c'est que quand tu mets de la pression sur ton dos, si tu fais du squat, du soulevé de terre, du développé militaire, du rowing bar buste penché, bref, plein d'exercices qu'on recommande pas. Et d'ailleurs, cette liste-là, j'avais déjà mis dans mon livre, le guide de la musculation naturelle. Oui, c'est vrai. Il y a je sais plus combien de temps, tu vois. Il y a le bouquin, moi je l'ai écrit en 2015 ou 2016, il a dû sortir en 2017 ou 2018. Donc là, ça fait presque 10 ans. Et même avant ça, on disait bon bah faites gaffe. Donc en fait, c'est pas le deuil de la musculation, c'est que tu dois t'entraîner avec de l'intelligence, avec du bon sens. C'est pas parce que ton coach te dit que le soulevé de terre c'est sans risque, ça va te faire du bien, nanana, qu'il faut le faire. Alors, je dis pas qu'il faut pas faire de soulevé de terre. Je pense que en faire de manière légère. Par exemple, tu fais 46 kilos, t'en ferais à 40 kilos, voilà, tu ferais 3 séries de 6 ou 3 séries de 8 pour maintenir une petite musculature sur la chaîne postérieure, voilà, en échauffement de ta séance, bah, ce serait très bien, voilà. Mais rechercher la performance et la force à cet âge-là, pour moi, c'est l'erreur suprême. C'est l'erreur suprême. Après, tu marques comment garder une musculature dans ce cas où il faut préserver son dos, et ben choisir entre guillemets, les bons exercices. Donc, par exemple, tu as eu plein de réponses sur le forum Gram, donc je vais les résumer. C'est au lieu de faire du soulevé de terre, et faire des extensions au banc à lombaire. Ce sera beaucoup plus profitable. En plus, dans une position où les risques sont quand même assez limités. Au lieu de faire du rowing bar buste penché, tu vas faire du rowing à la poulie basse ou du rowing avec un support pour le buste, donc que ce soit assis ou légèrement incliné. C'est, entre guillemets, fuir, et on va utiliser ce mot-là, fuir tout ce qui va mettre trop de pression sur le dos, qui va accentuer en fait cette dégradation de laquelle tu vas pas récupérer comme quand tu avais 20 ans. Puis-je continuer le hip thrust? Est-ce dangereux pour le dos? Moi, je pense que le hip thrust, c'est un très bon exercice, mais pareil, comme tous les exercices, on peut mal le faire. Donc, c'est important aussi
je sais pas la qualité de ton coach, mais tu peux continuer le press à condition que ton dos soit fixé. S'il n'est pas fixé et que tu bouges comme beaucoup juste le bassin, bah là, c'est sûr que tu vas te déglinguer aussi. Enfin, l'échauffement, à chaque fois, car on en rigole. On en rigole surtout jaune. On a un excellent article sur le site Superphysique qui s'appelle l'échauffement avant une séance de musculation, que vous pouvez aller voir. Et en fait, l'échauffement, à chaque fois, je dis à mes élèves en BPJEPS et je vais le dire à mes élèves en CQP, et c'est pas compliqué, c'est que si vous manquez de temps, mieux vaut sauter 1 ou 2 exercices de votre séance et bien s'échauffer que l'inverse. À terme, surtout avec les années, rien ne vaut un bon échauffement. Et un bon échauffement, ça dure 15, 20, 25 minutes, parfois 30 minutes. Alors, ça peut faire bondir certains de leurs chaises, mais en fait, plus vous allez mettre lourd, plus vous allez avoir besoin de vous échauffer. On en parlait la semaine dernière dans le podcast avec Clément pour ceux qui l'ont écouté. Ou alors, faut s'entraîner plus léger et moins s'échauffer. Mais j'ai envie de dire qu'avec le recul, on s'échauffe jamais trop. Donc, c'est sûr que quand tu t'échauffes pas, tu as plus de chances de te faire mal. Mais si en plus, tu fais des exercices qui mettent de la pression sur le dos, et que tu forces en plus, tu fais de la force, bah, évidemment que ça va mal finir. À part l'exception de l'exception de l'exception, tous ceux qui font du soulevé de terre et du squat en force finissent en miettes. Voilà, c'est pas compliqué, je l'ai dit des dizaines et des dizaines de fois. Tous ceux qui étaient à mon époque en force, bah, il reste plus personne qui en a un seul morceau, quoi. Franchement, il reste personne. Donc c'est pas compliqué. Faut éviter ces exercices-là et on peut très bien développer un bon physique sans ces exercices-là, ceinture de force ou pas. Mais à condition, encore une fois, de miser sur le moyen long terme. J'en parlais dans le podcast avec Marco et Totor qui avait fait les Super Physique Games qui s'appelle Lift Talk. Et je disais, maintenant, quand j'entraîne quelqu'un ou je m'entraîne, j'essaye toujours de mettre des exercices et des poids qu'on peut utiliser sur le moyen et long terme. Je pense que la recherche de la performance, et c'est peut-être difficile à entendre, mais pareil, il y a un podcast qui va sortir sur le sujet dans les secrets du sport dans 2 ou 3 semaines, que j'ai enregistré avec un pratiquant de longue date de musculation. Et en fait, à un moment, faut faire le deuil de la performance et plutôt viser la santé. Le développement esthétique, ça se fait encore en fonction de votre niveau. Si ça fait 20 ans que vous entraînez, c'est mort. Mais si ça fait 2 ans que vous entraînez, même avec des méthodes non optimales, vous allez quand même prendre du muscle, prendre de la force, tout ça. Mais il faut se dire, voilà, est-ce que cet exercice-là, à ce poids-là, je peux le faire dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Si la réponse est non, c'est mauvais signe. Vous êtes en train de vous détruire. Si la réponse est oui, dans ce cas-là, tout va bien, vous êtes sur la bonne voie. Et je pense que c'est des questions à se poser à partir du moment où on atteint un certain âge, même si 44 ans, c'est encore assez jeune relativement, mais on est quand même dans la phase vieillissement, dégradation, non-régénération. Et donc, faut réfléchir, je pense, en ce sens. Voilà. Ok. Et Rudy, tu sais, donc finalement, moi, mon histoire de dos, là, ça fait, c'est plus d'1 an, mais effectivement, là, le dos, ça va beaucoup mieux. Donc, il me reste des petites douleurs résiduelles derrière le genou, c'est pas bien clair ce que c'était. Ça se trouve, ça n'a rien à voir avec le dos. C'est peut-être parce que trop longtemps, j'étais resté avec mon syndrome fémoro-patellaire, qui fait que j'ai pas tendu les jambes pendant longtemps. Mais bref, du coup, je n'ai, on va dire, quasi plus de douleur. Et franchement, c'est un bonheur. C'est un bonheur, alors que pendant des mois, j'avais des douleurs par-ci, par-là, qui étaient difficiles à gérer mentalement. Et là, je suis heureux comme tout. Et avec mes nouvelles séances de rameur, de vélo, de marche nordique, de randonnée dans la forêt, où mon risque de blessure est quand même assez faible et où pourtant je peux me dépouiller sur le vélo d'appartement en transpirant un peu ou sur le rameur en transpirant un peu, et du coup, je suis heureux comme tout. Et j'ai enfin réussi à trouver un espèce d'équilibre entre faire des activités où je peux me dépouiller et en même temps sans risque. Voilà. Donc, enfin, avec un risque sans risque. Attends, ouais, plus tu vas forcer, plus tu vas te niquer. Hein. Ça, c'est pas compliqué. Bien, oui, non, mais tu vois, là, il y a pas d'impact. En fait, tu te souviens de la liste à un moment donné? Ah mince, j'ai plus de batterie, ça va couper d'un coup. Donc, je finis en 30 secondes. À un moment donné, on avait fait une liste avec les sports recommandés, je sais plus, pour les seniors ou quelque chose comme ça. Et sûr. Tous les sports que je fais, tous les exercices que je fais, ils sont dans la liste pour les seniors. Donc, je suis relativement confiant. Ça devrait durer un petit moment. Et donc, voilà, Rudy. Je vais couper là parce que bientôt ça va couper abruptement. Donc je dis au revoir à tout le monde et n'hésitez pas à me dire ce que vous choisissez entre Battle Rope, le casque à induction osseuse ou la ceinture à fréquence cardiaque. Allez, salut Fabrice. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube.
Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.